les noms. Oui. Donc, Pelletier, oui, oui, oui. C'est un homme qui s'intéressait beaucoup à la sociologie de la religion. Il m'avait demandé d'ailleurs de faire un petit travail sur son diocèse, Trois-Rivières. Et puis, il n'était pas d'accord avec mes conclusions. Mes conclusions, c'est que Trois-Rivières, qui est juste de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, était au fond devenu un faubourg de Montréal, quoi. Surtout qu'on avait construit des ponts et donc 80% des gens travaillaient à Montréal. Et alors, lui, non, il défendait l'autonomie de son Son diocèse. diocèse. Et je me rappelle qu'un jour, il a dit, oui, mais ça c'est votre sociologie, moi j'en ai une autre. Mais c'était bon, c'est un brave type, c'est un type assez ouvert. Je crois qu'il était assez proche de la JEC canadienne, canadienne-française. Et donc voilà. Et c'était Pelletier, oui, je m'en rappelle. Et McGrath, qu'est-ce que tu... Alors Magrat était le président de la sous-commission, hein, dont j'étais secrétaire. Et il était évêque au Panama. Après ça, il est devenu archevêque de Panama. Et c'était aussi un de ces évêques du Célam, que j'avais connu au Célam, et qui était très, très anglo-saxon. Très anglo-saxon, très américain finalement. Mais bon, tout en étant latino-américain, malgré son nom. Et c'était un homme qui était très ouvert et avec qui j'ai travaillé de façon très, très, très proche, très agréable, mais qui après le concile est devenu a tourné complètement sur la droite, je dirais. Et je crois qu'il a eu peur des conséquences du concile sur la vie religieuse, sur la pastorale, etc. Et après ça, il m'a beaucoup reproché le fait que j'étais si proche de la révolution sandiniste, et bon, c'était terrible. Mais voilà, ça c'était ma gratte. Monseigneur Ancel, ah oui, ça c'était vraiment l'homme fondateur, je crois, du Prado, des prêtres du Prado. C'était vraiment un des évêques progressistes de la France de cette époque. C'était un progressisme assez classique encore, mais enfin c'était un homme très proche des populations pauvres et tout à fait, oui vraiment, c'était vraiment très, très important. Schröfer, je ne me rappelle plus vraiment, je ne me rappelle plus, Eichstatt. Il y avait un évêque mexicain, je pense, là-bas, c'est Arcelo, comment s'appelle-t-il? Peut-être fait mention de lui. Guano, je me rappelle bien, l'évêque Guano. italien, c'était un homme ouvert. Ah, Ensbach. Ensbach, c'était vraiment un phénomène. Il était l'évêque de Essen. C'était un peu l'évêque enfin non, l'évêque moderne. L'évêque moderne, je crois qu'il est devenu lui aussi l'évêque de l'armée allemande. Et bon, on s'est réunis plusieurs fois chez lui, à Essen, de façon informelle. C'était... Et puis après, lui aussi est devenu très, très classique. Très classique, plutôt conservateur. Mais pendant le travail, c'était bien. Oui, oui. Ménager aussi, le ménager était bon, un évêque plus classique, mais ouvert, avec qui il y avait moyen de... Oui, il était l'évêque pour l'Action catholique en France aussi. C'est ça, exactement. Secrétaire pour le secrétaire national. C'est exact, oui. Juste pour revenir sur Hengsbach, parce que, par exemple, le siège de la Joc allemande, c'est à Essen aussi. Oui, oui, donc, c'était à Essen, oui. Je ne sais pas quel était le lien entre lui et Hengsbach, entre Hengsbach et le Joc. Je pense qu'à cette époque, ils n'ont pas dû être mauvais. Il y avait un autre un prêtre aumônier de la Joc qui est devenu évêque, Angerhausen. Angerhausen? Ah, Angerhausen. Oui, qui est devenu évêque aussi, voilà, c'est ça. Ah, oui. Oui. Ben, enfin, juste pour savoir si des souvenirs sur oui, les relations avec le Joc. Et alors, c'était Monseigneur Wright, qui était l'évêque de Pittsburgh, oui, et qui était, lui était l'évêque de l'armée américaine. Ouais. Alors lui, c'était le classique américain.
gentil, mais sans une pensée très, très, très développée, pratique, concret. Bon, il n'a pas fait d'opposition, là. Blommios, naturellement, c'était magnifique, c'était un Hollandais qui était évêque en Afrique, en Tanzanie, qui a été vraiment un aussi des évêques progressistes du... Et Monseigneur Roy, l'autre évêque québécois, Monseigneur Maurice Roy, qui est devenu... Roy, oui, il est devenu cardinal. C'est ça, oui. Et après ça, il est devenu président de la commission Justice et Paix. Oui. Mais il n'était pas dans la... Oh, il n'était pas là dans la commission. Non, non. Je l'ai connu après. Enfin, peut-être pendant, mais c'est surtout après, quand il a été désigné pour... parce qu'alors, à ce moment-là, il m'a convoqué. J'étais à Rome, d'ailleurs, pour donner un avis sur comment penser la commission pontificale Justice et Paix. Parce que Sunens avait voulu le devenir. Sunens pensait que le pape allait l'appeler à Rome. Et un jour, en rentrant en avion de Rome, on avait fait escale à Milan, et lui m'avait appelé, parce qu'il était évidemment dans la salle des VIP, hein. Il m'avait appelé et il m'avait dit, écoute, si je suis nommé à Rome, est-ce que tu accepterais de venir travailler avec moi? Parce qu'il pensait qu'on allait le nommer à la tête de Justice et Paix. Mais alors il s'est disputé avec Paul VI sur la conception de l'Église. Hein, et alors là, il n'a jamais été nommé. Et puis les relations entre lui et Paul VI n'ont pas été bonnes. Hein. Oui, j'ai eu des échos de ça. Oui, oui, oui. Surtout qu'il avait écrit dans Actualité catholique internationale une longue interview dans laquelle il proposait que le pape soit élu par les conférences épiscopales et plus par des cardinaux. Et alors ça a été La rupture. Oui, oui. Je me suis demandé, je ne sais pas si tu sais quelque chose sur cela, parce que Paul VI était très proche de Cardin aussi. Oui, oui. Et je me suis demandé, par exemple, s'il y avait si c'était parce que Sunens n'était pas si favorable à Cardin, que Paul VI était plutôt de côté de Cardin, ou est-ce que ça jouait dans le jeu ou... Non. Bah, je sais pas. Oui. Je sais pas. Peut-être que leur conception, là aussi, était évidemment pas les mêmes.